Bonjour, je suis très heureuse d'avoir l'occasion d'être ici avec vous et de vous parler des effets du stress durant la puberté sur la santé mentale. Mais pour commencer, qu'est-ce que le stress? Alors le stress, c'est quelque chose qu'on vit tous, puis on a un peu chacun notre définition du stress aussi, mais si on y va du côté général, bien, le stress se définit comme un changement ou un défi dans la vie qui provoque une tension émotionnelle, physique ou psychologique. C'est dans le fond un élément dans notre environnement qui vient perturber notre homéostasie. Le stress va venir causer des changements physiologiques, puis ces changements physiologiques-là sont des réactions très, très naturelles chez l'humain et chez les espèces animales pour nous permettre de faire face à ces situations de stress-là. Alors, ça nous permet d'être vigilants, motivés, prêts à faire face aux dangers qui se trouvent dans notre environnement. Cependant, la façon dont on réagit au stress peut avoir un impact profond sur notre bien-être. Puis on va en parler davantage de ça dans les diapositives qui vont suivre. Et pour l'instant, quand on pense au stress, on voit que le stress vient éliciter des symptômes physiologiques, mais aussi des symptômes émotionnels. Des exemples de symptômes physiologiques qu'on pourrait ressentir puis qui pourraient peut-être être un signe qu'on se trouve dans une période de stress, c'est quand on ressent des maux ou des douleurs qui sont un peu inexpliquées puis qui ont l'air d'être récurrentes. Quand on a de la difficulté à s'endormir, on reste réveillé longtemps ou une fois qu'on s'est endormi, on va se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Alors, les troubles de sommeil sont un exemple de troubles physiologiques, de symptômes physiologiques associés au stress chronique. Les étourdissements ou les tremblements, une faiblesse au niveau du système immunitaire. Alors, des fois, on va voir que on a l'impression d'attraper beaucoup de rhumes, puis on guérit d'un rhume, puis on en attrape un autre. Bien, ça, c'est un signe que notre système immunitaire a été supprimé, sûrement parce qu'on se trouve dans une période de stress constante. Puis si le stresseur perdure, bien, on va voir qu'on peut aussi développer une hypertension artérielle. Des exemples de symptômes émotionnels, si le stress perdure, bien, on va voir qu'on peut développer de l'anxiété, la dépression et même subir des crises de panique. Le stress n'affecte pas seulement les adultes. On voit que très jeunes, les enfants aussi sont exposés à des facteurs de stress. Dans le fond, le stress est vraiment présent tout au long de notre vie. Un sondage qui a été fait par l'Agence de la santé publique du Canada en 2015 a démontré que 55% quand même des enfants déclarent un niveau élevé de satisfaction de vie, ce qui est très bien. Mais ça nous dit qu'il y a quand même 45% de nos enfants qui ne ressentent pas ça et qui ne sont pas dans cette catégorie. De ces 45%, on voit que 27% des enfants se sentent tristes ou désespérés pour des périodes qui sont quand même assez longues. On a 27% qui déclarent avoir été victimes d'intimidation et 28% qui ont été impliqués dans des combats physiques au moins 2 fois par semaine. On a aussi 17% de nos enfants qui se sentent dépassés par le travail scolaire. Alors ça nous mène à une question, mais est-ce que le stress est bon ou mauvais? Pour répondre à cette question-là, il faut qu'on fasse la distinction entre le stress aigu et le stress chronique. Le stress aigu, c'est le stress qui a un échéancier. Alors, c'est quand on a, par exemple, un travail à remettre pour une date quelconque, on a un examen qui s'en vient, puis on a une date précise pour laquelle on doit se préparer pour l'examen. Une fois qu'on aura fait l'examen, bon, le stress va être terminé. Alors, tout ça, c'est des exemples de stress aigu. Alors, quand on a une date limite, on sait que, bon, après ça va être fini, on va passer à autre chose. Le stress aigu, lui, il est bon parce que c'est ça qui nous permet d'être motivés, de pouvoir nous concentrer sur des tâches particulières
pour pouvoir compléter le travail qui a besoin d'être complété pour la date, pour l'échéance. Mais c'est le stress chronique qui, lui, est problématique. Parce que notre corps, lui, il est conçu pour gérer des courtes périodes de stress. Alors, il est conçu pour gérer le stress aigu, mais non le stress chronique. Alors, quand il y a un élément de stress dans notre environnement, ce facteur de stress-là est d'abord détecté par le cerveau, plus particulièrement par une région qui se trouve à la base de notre cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus va venir produire et libérer le facteur de libération de la corticotropine quand il va avoir détecté qu'il y a un élément de stress dans l'environnement. Et ce facteur-là va venir stimuler l'hypophyse pour qu'elle se mette à produire et libérer l'hormone adrénocorticotrope. Et cette hormone-là va entrer en circulation dans le sang et va arriver à notre cortex surrénalien, ces glandes qui se trouvent juste au-dessus des reins. Et le cortex surrénalien, lui, va en réponse produire et libérer la cortisol, qui est notre hormone de stress. Alors, le cortisol, lui, va venir par la suite inhiber l'hypothalamus et l'hypophyse pour que ces régions-là arrêtent de produire les hormones. Et ça va venir clore, ça va venir terminer ou fermer l'axe de stress. Et là, tout va revenir en homéostasie tel qu'il était avant que le facteur de stress avait été présenté. Mais notre corps, lui, il n'est pas conçu pour gérer des longues périodes de stress. Alors, quand on est constamment exposé à des facteurs de stress, des éléments de stress, ce qu'on voit, c'est que le cortisol n'est pas capable de venir inhiber l'hypothalamus et l'hypophyse. C'est comme si, en quelque sorte, ces deux régions-là, ces deux glandes-là, deviennent non répondantes au cortisol. Et là, ça fait qu'il y a de plus en plus de cortisol dans le corps, dans une situation de stress chronique, et c'est ça qui cause des pathologies à long terme. Des exemples de ces pathologies-là, j'aime beaucoup ce tableau-là parce que ça fait une belle distinction entre l'impact sur le corps du stress aigu comparativement à l'état pathologique qui est associé au stress chronique. Alors, on va voir que quand on fait face à un élément de stress, mais notre corps va réagir en envoyant l'énergie nécessaire là où on en a besoin. Alors, si on se trouve dans une situation où on a besoin de courir ou se battre, bien, l'énergie va être envoyée là où on en a besoin, vers les os, les muscles, pour nous permettre de faire les comportements qui vont nous permettre de nous protéger. Cependant, si ces événements-là perdurent puis qu'on a toujours besoin d'envoyer l'énergie dans des régions en particulier, bien, on va voir qu'à la longue, ça va mener à une fatigue excessive et ça peut aussi mener à du diabète, des troubles métaboliques. On va voir aussi que pendant des situations de stress aigu, bien, la digestion va être inhibée parce que quand on est stressé, bien, ce n'est pas le temps de commencer à digérer. Peut-être que notre survie est menacée puis qu'on a des choses plus importantes à gérer. Alors, c'est correct pour des courtes périodes de temps, mais si ça perdure, on va voir que ça peut mener à des ulcères peptidiques. On va voir aussi dans une situation de stress aigu une inhibition de la reproduction. Alors, quand on est stressé, bien, ce n'est pas vraiment le moment de se reproduire. Mais c'est correct quand ça dure des courtes périodes de temps. Mais à la longue, si ça se prolonge, bien, on va voir que ça peut mener à de l'impuissance, de l'anovulation et la perte même de libido. À court terme, quand on fait face à un stresseur, on voit qu'il y a une amélioration de la cognition. On a plus de facilité à mémoriser certains événements, certains éléments qui se trouvent dans l'environnement. Mais à la longue, si le stresseur perdure, bien, on va voir qu'il va y avoir une accélération de la neurodégénération avec l'âge. Alors, on voit ici avec ce tableau-là que malgré que le stress aigu est bon, puis que notre corps est conçu pour bien gérer le stress aigu, le stress chronique, lui, est vraiment pas bon et peut mener à des états pathologiques à long terme.
Et ce n'est pas seulement des effets physiologiques qu'on voit du stress chronique. Le stress chronique a aussi un impact sur le cerveau, entre autres sur la structure et le volume de certaines régions du cerveau. Par exemple, on va voir une atrophie au niveau de l'hippocampe, où l'hippocampe va devenir plus petit quand on est exposé à du stress chronique. Et avec ça, on va voir souvent que quand on est dans des périodes de stress chronique, on a la difficulté à se rappeler de certains éléments. On oublie beaucoup des choses qu'on savait. On a comme l'impression qu'on n'est pas capable d'aller récupérer l'information dans notre cerveau. Alors, tout ça est dû à l'atrophie de l'hippocampe. Avec le stress chronique, on voit aussi une hypertrophie de l'amygdale. Et là, on va voir que l'amygdale va devenir plus grosse en volume. Et une hypertrophie de l'amygdale mène après à une dérégulation des émotions, des humeurs. Alors, on va voir que souvent, dans des périodes de stress chronique, on est plus irritable, moins patient, on a l'impression de se fâcher très, très rapidement. Alors, tout ça, c'est des facteurs liés, des conséquences liées à l'hypertrophie de l'amygdale. Avec le stress chronique, on voit aussi une atrophie du cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, lui, est la région du cerveau qui nous permet de prendre des décisions. Et on va voir souvent que quand on se trouve dans des périodes de stress chronique, bien, on a de la difficulté à prendre des décisions judicieuses. Souvent, on va y aller plus avec des décisions qui sont un peu risquées, qu'on ne prendrait pas habituellement, ça ne nous représente pas. Bien, tout ça est dû à une atrophie du cortex préfrontal. Une des régions, une des périodes au cours du développement qui est très sensible à l'exposition à des stresseurs, c'est la puberté. Cependant, la puberté, ben, on n'y a pas porté beaucoup d'attention quant à l'impact du stress pendant cette période-là. On sait que c'est une période pendant laquelle la maturité sexuelle est atteinte. On sait aussi que durant cette période-là, il y a de nombreux changements physiologiques, psychologiques, émotionnels, sociaux, qui ont ensuite un impact sur le comportement plus tard dans la vie. Mais on voit aussi que durant cette période, il y a toute une réorganisation et un remodèlement du cerveau qui se fait. Et l'exposition à des stresseurs, à des facteurs de stress chronique pendant cette période-là peut venir interférer avec la réorganisation et le remodèlement cérébral et ça peut mener à des troubles de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression. Alors, comment est-ce que le stress pendant la puberté affecte la santé mentale? Comme je l'ai mentionné tantôt, les chercheurs n'ont pas porté beaucoup d'attention à l'impact du stress pendant la puberté. Alors, c'est pour ça que de mon côté, dans mon laboratoire, on voulait vraiment s'attarder à cette question-là. Puis, premièrement, voir bien, si on veut étudier les mécanismes ici par lesquels le stress va venir affecter la santé mentale, on a besoin d'un modèle animal qui va nous permettre de vraiment pouvoir examiner les changements au niveau du cerveau. Alors, est-ce qu'il y aurait un modèle animal qu'on pourrait développer dans le laboratoire qui pourrait nous permettre d'examiner l'impact du stress sur la santé mentale pendant la puberté? Alors, pour examiner cette question-là, on a décidé d'utiliser un modèle de souris. Les souris se trouvent à être une très bonne espèce pour examiner la période pubertaire parce que les changements hormonaux qui se passent pendant la puberté chez la souris sont très semblables à ce qui se passe chez l'humain, ce qui n'est pas le cas chez d'autres espèces animales comme le rat, par exemple. Alors, dans notre étude, on a utilisé des souris qu'on a fait venir au laboratoire à 3 semaines d'âge. Ça se trouve à être une période qui est résistante au stress. Et après, à 6 semaines d'âge, qui se trouve à être une période pendant la puberté chez les souris qui semble être assez sensible au stress, on a injecté les souris avec une endotoxine bactérienne qu'on appelle le lipopolysaccharide, que vous voyez abrévié ici comme étant LPS.
Le lipopolysaccharide est une bactérie endotoxine qui va venir activer tant le système immunitaire que l'axe de stress. Donc, c'est vraiment un facteur de stress et ça rend les souris malades pour 48 heures. 48 heures dans la vie d'une souris, c'est quand même assez significatif et donc on peut voir ça comme un stresseur chronique. Et ce qu'on voit, c'est qu'après 48 heures, bien, les souris récupèrent et ils ont l'air vraiment très bien, bien en forme. Et nous, bien, par la suite, on les a laissés vieillir, arriver à l'âge adulte et à 10 semaines d'âge, on les a exposés à des tests comportementaux. Le premier test auquel on les a exposés, c'est le test de la nage forcée, qui consiste à utiliser, comme vous le voyez dans l'illustration, des béchères avec de l'eau à la température de la pièce. On met les souris dedans pour 5 minutes. Les souris savent nager, alors on va les voir nager dans l'eau, mais elles n'aiment pas particulièrement avoir à nager dans l'eau. Alors, éventuellement, ils vont voir qu'ils ne peuvent pas sortir du bécher et là, on va les voir devenir immobiles. Quand elles sont immobiles, ils sont comme dans cette illustration que vous voyez ici, où ils font simplement flotter sur la surface de l'eau. Et nous, c'est ça, dans le fond, on a examiné la durée d'immobilité. Parce que cette durée d'immobilité-là est associée au symptôme de dépression qui est le désespoir. Alors, des fois, on va voir qu'on se trouve dans des situations qui semblent très difficiles à gérer, on ne sait pas trop comment réagir, puis on abandonne. Cet abandon-là, c'est le symptôme de désespoir, où là, on a l'impression que peu importe ce qu'on va faire, on ne pourra pas sortir de cette situation-là. Et c'est exactement ça que les souris nous montrent ici avec l'immobilité. C'est le symptôme de désespoir, où là, bon, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas sortir du bécher, alors ils laissent aller, ils commencent à flotter, ils n'essayent plus de se débattre pour sortir du bécher. Alors, c'est le désespoir. Plus qu'il y a d'immobilité, plus qu'il y a de désespoir. Et à ce moment-là, plus qu'il y aurait de dépression. Alors, on a examiné la durée d'immobilité chez ces animaux-là, chez ces souris-là. On a commencé par les femelles. Et ce qu'on a vu chez les souris femelles, c'est que les souris qui avaient été injectées avec le LPS à 6 semaines d'âge ont démontré plus d'immobilité que les souris qui avaient été simplement injectées avec la solution saline. Et donc, les souris injectées avec le LPS à 6 semaines d'âge démontraient plus de dépression que les souris contrôle qui avaient simplement reçu une solution saline. Cette différence de comportement a été notée seulement chez les femelles. Les mâles n'ont pas démontré plus de comportement dépressif suite à l'injection au LPS. Après, on les a exposés à 2 autres tests, cette fois-ci pour examiner le comportement anxieux. Alors, on les a mis au début dans un labyrinthe surélevé en plus, comme vous le voyez ici. Alors, c'est un labyrinthe qui est surélevé du sol et qui se trouve à avoir 4 bras, 2 bras ouverts et 2 bras fermés. Les souris, étant des animaux de proie, ont tendance à avoir peur des espaces ouverts parce que ça les rend plus vulnérables aux prédateurs. Alors, naturellement, elles préfèrent rester dans les bras qui sont fermés comme ça. Elles se sentent plus en sécurité, plus protégées. Cependant, les souris sont aussi des espèces curieuses. Alors, on va voir qu'elles vont se promener aussi dans les bras ouverts pour explorer. Alors, plus la souris est anxieuse, bien, plus elle va passer du temps dans les bras fermés. Moins elle est anxieuse, mais on va la voir passer un peu plus de temps dans les bras ouverts. On les a aussi exposés à champ ouvert, comme vous le voyez dans l'illustration aussi, où on a délimité une portion qu'on appelait une portion au centre du champ ouvert. Et là, on a examiné combien de temps les souris passaient sur les côtés du champ versus le centre du champ. Ici, l'idée, c'était aussi d'examiner l'anxiété puis de voir
Mais si les souris sont anxieuses, elles vont passer plus de temps sur les côtés de ce champ ouvert-là parce qu'elles ne vont pas vouloir s'exposer aux prédateurs. Alors, elles vont passer plus de temps sur les côtés. Mais si, parce qu'elles sont quand même exploratrices, puis si elles sont un peu moins anxieuses, bien, elles vont s'aventurer vers le centre du champ ouvert. Alors, on a examiné le temps que les souris ont passé au centre du champ ouvert pour examiner le comportement anxieux. Et ce qu'on a vu ici, c'est que chez les femelles, il n'y avait pas de différence dans le temps passé dans les bras ouverts, dans le labyrinthe surélevé, entre les femelles qui avaient été injectées avec le LPS versus celles qui avaient été injectées avec la solution saline. Même chose pour le champ ouvert. On n'a pas vu encore de différence dans le temps passé dans la zone du centre chez les souris traitées au LPS versus celles qui avaient été traitées avec la solution saline. Cependant, chez les mâles, c'était une autre histoire. Alors, les mâles, on a vu que celles qui avaient été injectées, les mâles qui avaient été injectés avec la solution qui contenait le LPS, bien, ces mâles-là ont passé beaucoup moins de temps dans les bras ouverts du labyrinthe surélevé en plus, ce qui nous démontre plus d'anxiété. Même chose quand on a regardé dans le champ ouvert, encore là, les souris mâles qui avaient été injectées avec le LPS ont passé moins de temps dans le centre du champ ouvert comparativement aux souris qui avaient été injectées avec la solution saline. Alors encore là, ça nous démontre une augmentation du comportement anxieux. Alors pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que le LPS pendant la puberté vient augmenter les niveaux de dépression chez les femelles pubaires et vient augmenter le comportement anxieux chez les mâles. Là, ce qui est intéressant ici de garder en tête, c'est que le LPS a été injecté pendant la puberté. C'était une seule injection qui a rendu les souris malades pendant 48 heures. Mais là, on est en train de les tester à l'âge adulte. Donc, l'impact du LPS chez ces souris-là est vraiment permanent. Là. Ça dure vraiment à long terme. On voit que même à l'âge adulte, elle continue à démontrer ses comportements dépressifs et anxieux. Alors, pour conclure un peu cette section-là, on voit que le traitement au LPS pendant la puberté induit un comportement de type dépressif chez les femelles et un comportement de type anxieux chez les mâles à l'âge adulte. Donc, c'est vraiment un effet du LPS qui dure à long terme. Mais c'est vraiment des changements comportementaux qui ont été observés seulement quand le LPS est administré à 6 semaines d'âge. Quand on injecte le LPS à l'âge adulte, on ne voit pas ces changements comportementaux. Et donc, on s'est demandé, bien, qu'est-ce qui pourrait rendre les souris pubaires plus vulnérables à cette injection LPS comparativement à des souris adultes? Et là, on a vu des différences selon l'âge dans la réponse aux stresseurs, alors au LPS. On a vu que, dans le fond, les souris pubaires, quand elles sont injectées avec le LPS, bien, elles semblent démontrer une réponse hyporéactive au stress, c'est-à-dire qu'elles ne semblent pas vraiment réagir. On ne voit pas d'augmentation de cortisol dans leur sang autant qu'on le verrait à l'âge adulte. On avait dit que ça les rend malades pendant 48 heures, mais les symptômes de maladie qu'on voit chez les souris pubaires sont plus faibles que ceux qu'on voit à l'âge adulte. Et donc, on voit que l'axe de stress pendant la puberté est encore en développement et en maturation. Et parce qu'il n'est pas complètement développé, ça fait qu'il ne peut pas répondre de façon appropriée aux facteurs de stress. Et c'est ça qui mènerait à des conséquences à long terme au niveau de la santé mentale. On a aussi vu une différence selon le sexe. Alors, on sait que les mâles et les femelles ont de l'estradiol et de la testostérone, mais les femelles ont plus d'estradiol que de testostérone et les mâles ont plus de testostérone que d'estradiol. Et ces différents niveaux d'hormones là dans le sang ont un impact sur la réponse au stress, mais aussi sur le système immunitaire.
Et donc, on pense que c'est un peu une combinaison de tout ça pendant la puberté. Alors, l'âge, l'immaturité du système immunitaire, l'immaturité du système de stress et les hormones en circulation qui rendraient l'individu plus vulnérable à des facteurs de stress qui pourraient par la suite prédisposer à certaines maladies mentales. En plus de tout ça, on s'est penché un peu vers le microbiome intestinal. Parce qu'il y a beaucoup de bactéries qui se trouvent dans notre microbiome, puis oui, elles jouent un rôle important dans l'absorption des nutriments et dans la digestion, mais en plus de tout ça, ces bactéries jouent un rôle important dans le contrôle du fonctionnement du cerveau. Alors, il y a vraiment une connexion entre les intestins et les bactéries qui se trouvent dans l'intestin et le cerveau. Et ce qu'on a démontré dans mon laboratoire, c'est qu'en venant manipuler certaines bactéries qui se trouvent dans l'intestin, on est capable de venir prévenir l'apparition des troubles de santé mentale suite à l'exposition à des stresseurs pendant la puberté. Notamment, on a démontré qu'avec des probiotiques, alors si on donnait 2 semaines de traitement de probiotiques à nos souris pendant la puberté, mais le LPS venait pas déclencher ou induire de la dépression chez les souris femelles et ne venait pas produire de l'anxiété chez les mâles. Alors, si on est capable de venir coloniser les intestins avec des bonnes bactéries, des bactéries probiotiques, on est capable de venir prévenir, entre autres chez les souris, le début ou l'apparition des troubles de santé mentale. C'est sûr que ça reste à être testé chez l'humain, mais pour l'instant, les études chez les souris nous montrent ces données. On peut aussi développer une certaine résilience aux facteurs de stress, peut-être en essayant de changer un peu notre perception par rapport à ces facteurs de stress-là. Parce que la réalité est que souvent, on se trouve dans des situations de stress qu'on ne peut pas contrôler. Le stress, il est là, il est autour de nous, puis on n'a vraiment aucun contrôle sur ce facteur de stress-là. Mais peut-être qu'on pourrait changer un peu notre point de vue, peut-être essayer de voir la situation un peu moins négativement, puis essayer d'y trouver un peu de positif. Si on est capable de venir changer un peu notre perception, ça peut aider. Parce que rappelez-vous que l'axe de stress, notre réponse au stress débute dans notre cerveau. C'est vraiment dans l'hypothalamus. Et c'est l'hypothalamus qui vient percevoir qu'on fait face à un élément de stress. Mais si on est capable de venir contrôler ça puis dire à notre hypothalamus, écoute, c'est stressant, mais c'est peut-être pas aussi stressant que tu le penses. Mais à ce moment-là, il y aurait une moins forte activation de l'axe de stress puis on aurait moins de cortisol en circulation dans le corps. Mais c'est sûr que c'est pas toujours possible. C'est plus facile de dire que le faire. On se trouve souvent dans des situations de stress où on est complètement dépassé, puis changer notre point de vue, c'est vraiment pas une option. Mais à ce moment-là, c'est important de garder en tête que c'est normal de ressentir les symptômes qu'on ressent. Alors, si on se sent anxieux, si on se sent dépressif ou dépressive, c'est correct. Il faut dire que ça ne nous définit pas, c'est simplement comment on se sent en ce moment dans la situation qu'on se trouve. Alors, on n'est pas ce qu'on ressent, mais on fait simplement ressentir ces symptômes-là parce qu'on se trouve dans la situation dans laquelle on est. Et il faut aussi être conscient puis se rappeler que n'importe qui dans cette situation-là aussi ressentirait ces mêmes symptômes-là. Alors, c'est important de normaliser la situation. On ne veut pas on ne veut pas se sentir seul, on ne veut pas se sentir isolé, on ne veut pas se sentir différent. OK, c'est des symptômes qui sont très, très normaux dans des situations de stress. Il y a certaines choses qu'on peut faire qui peuvent nous permettre de venir gérer certains de ces symptômes-là suite à des expositions à des situations de stress chronique.
Certaines choses qui ont été démontrées comme aidant à tout ça et qui nous permettent de développer une certaine résilience, c'est la pleine conscience et la pratique de la méditation. Ça, c'est deux moyens qui sont excellents pour nous aider à contrôler ce cortisol-là qui se trouve dans notre corps en nous aidant à peut-être essayer de changer un peu notre perspective. Alors, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, puis on connaît peut-être pas nécessairement comment pratiquer la pleine conscience ou la méditation. Alors, on peut aller voir certaines vidéos sur YouTube qui peuvent nous permettre un peu de voir comment c'est pratiqué, puis est-ce que c'est pour nous ou non, parce que c'est pas nécessairement pour nous. Et on peut commencer graduellement, puis après augmenter la durée si c'est quelque chose qui nous aide, puis on se sent bien. Si ça ne nous aide pas, bien, il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire ou on peut combiner aussi tous ces facteurs-là. On peut essayer de trouver un équilibre. Alors, en ce moment, on vit dans une pandémie où il y a énormément d'informations qui nous sont lancées un peu à travers les médias. Puis on veut être informé, oui. Alors, c'est important de rester à l'écoute, mais il faut aussi se connaître et savoir quand c'est important pour nous de prendre une pause. Et là, ça va être important de se débrancher. Parce qu'on veut être informé, mais on ne veut pas être bombardé par l'information. Alors, c'est important de faire cette distinction-là et savoir quand c'est le temps d'être à l'écoute et quand c'est le temps d'être débranché. Alors, il faut pouvoir avoir un certain contrôle sur soi-même puis se concentrer sur ce qu'on peut contrôler aussi. Parce que, oui, on ne peut pas contrôler la pandémie, mais il y a peut-être certains éléments dans notre environnement qu'on est capable de contrôler puis voir du positif. Essayez aussi de prendre le temps de faire des choses que vous aimez. Alors, souvent, quand on est dans des situations de stress, on est tellement occupé qu'on n'est pas capable d'avoir du temps pour soi-même. Puis ce temps-là, ça peut être important parce que peut-être ça nous fait du bien de juste s'asseoir, lire un livre, juste s'asseoir, écouter une émission à la télévision, faire de l'exercice. Alors, c'est important de garder ce temps-là pour soi-même aussi. Des fois, on fait face à des problèmes qui ont l'air tellement gros qu'on ne sait pas trop comment les aborder. Alors là, on peut essayer de les diviser, de les structurer puis de les diviser en plus petites tâches. Et là, on peut y aller étape par étape. Et là, ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle sur la situation, de se sentir moins dépassé et de pouvoir mieux gérer le problème. Manger sainement, c'est très, très important, surtout parce qu'on l'a vu que les bactéries dans nos intestins ont un impact sur notre cerveau, puis vont avoir un impact aussi sur l'axe du stress. Alors, si on a des bonnes bactéries dans notre intestin, si on mange sainement, on va pouvoir faire face à certaines situations de stress de façon plus résiliente. Et il faut éviter de consommer des substances comme la drogue, l'alcool, parce que ça, c'est tous des substances qui vont venir aggraver l'axe de stress. Alors, étant donné qu'on essaie de le calmer, on veut éviter la consommation de ces substances-là. Même chose pour la caféine aussi, important de modérer la consommation de la caféine parce que la caféine est aussi une substance qui a tendance à venir stimuler notre axe de stress. Ensuite, dormez bien. Le sommeil, c'est très important pour nous aider à gérer le stress puis aussi à pouvoir mieux contrôler notre perspective dans les situations de stress. Alors, c'est important d'avoir un bon 7 heures de sommeil par nuit. Puis, si on n'est pas capable de l'avoir, ces 7 heures-là, bien, il faut s'organiser pour l'avoir. Alors, soit qu'on se couche plus tôt ou on se réveille un peu plus tard, mais on essaie de s'organiser pour bien avoir une nuit de sommeil de 7 heures au moins. Rester actif. L'exercice, c'est très, très important. Quand on fait de l'exercice, on vient diminuer les niveaux de cortisol dans le corps et ça a un impact immédiat sur l'humeur aussi parce qu'on vient produire des endorphines, l'adrénaline, etc. Alors ça va aider à améliorer notre humeur aussi. Puis communiquer avec vos proches. Alors, c'est sûr qu'on
on peut le faire de façon face à face comme on le faisait avant, mais utiliser les moyens virtuels, rester en contact par téléphone. C'est important de se sentir connecté puis de savoir que tout le monde est dans la même situation que nous, surtout avec la pandémie actuelle. Alors, restez en contact avec vos proches tout en suivant les règles de mesures sanitaires. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre temps et je suis disponible pour prendre vos questions. À bientôt.